Eh bien, merci, bonjour, et merci de m'avoir invité. Alors, peut-être pour faire le lien avec l'intervention précédente, je citerai un économiste, Keynes, que m'a fait connaître mon ami Bernard Maris. Nous serions capables d'éteindre le soleil et les étoiles parce qu'ils ne nous versent pas de dividendes. Si vous voulez, je suis un petit peu ici hors norme, hors champ, je dirais, de la question constitutionnelle, vous l'avez compris, et je vais plus particulièrement l'aborder par effectivement la question des métiers. C'est-à-dire, je pense que je vais développer un plaidoyer, si vous voulez, pour une émancipation nouvelle par une nouvelle politique des métiers, parce que je crois qu'effectivement, la démocratie doit d'abord pénétrer les mœurs et les coutumes. Hannah Arendt rappelait après Montesquieu que les humains étaient gouvernés par des lois, mais aussi par des mœurs, des coutumes, je dirais aujourd'hui des normes. Et ce d'autant plus que nous sommes dans une société de la norme, comme la nomme Michel Foucault, et que dans ce type de société, les lois s'intègrent dans le pouvoir des normes. Avec ce risque, bien sûr, si les normes sont totalement technocratiques, de tomber, ça a été évoqué au cours de la première table ronde, dans ce que Colin Crouch et effectivement d'autres philosophes appellent la post-démocratie. Et il faut voir qu'il y a aujourd'hui, au sein même des peuples, par exemple européens, si vous voulez, et notamment des élites, bien évidemment, il y a cette illusion d'une post-démocratie. Alors aujourd'hui, je crois que ce sont les normes qui effectivement préparent les lois, et ce d'autant plus que les lois, comme l'avait montré le doyen Carbonnier, ont tendance à se dévaluer en circulaires de service. C'est pour ça qu'elles sont sans arrêt d'ailleurs réécrites. C'est-à-dire qu'elles ont perdu un peu le caractère sacré. Alors, si vous voulez, dans les métiers, comme vous l'avez dit Aurélien, dans les métiers, il y a aujourd'hui une véritable normalisation de l'humain à marche forcée. Et c'est sans doute la raison de ma présence ici. C'est-à-dire que je crois qu'on ne peut pas tout attendre de la loi. Et que, je l'avais d'ailleurs dit par rapport à la Sixième République, si la Sixième République ne s'insère pas, je dirais, sur les lieux de travail et dans les mœurs, on peut voter toutes les lois qu'on veut, on ne sera pas en démocratie. Alors, ma question, c'est effectivement comment favoriser un renouveau démocratique des normes à partir des lieux où elles se fabriquent. Dans nos sociétés modernes, les normes de vie, les manières d'éprouver et de penser s'acquièrent d'abord sur les lieux de travail. Il ne faut pas oublier, si vous voulez, que, comme l'a montré Hannah Arendt également, nous sommes dans une société dont le grand organisateur, c'est le travail. Et donc, du coup, il n'y a pas plus douloureux que d'être dans une société organisée par le travail et être sans travail. Donc, je crois qu'il est extrêmement important, si vous voulez, de penser qu'il n'y aura pas de liberté démocratique si elle ne vient pas sur la scène professionnelle. Je crois qu'il n'y aura pas de, si vous voulez, de liberté politique, de renouveau de la démocratie, qui ne passe par la restitution d'une liberté dans le travail, liberté qui a été confisquée par ce que j'appelle une curatelle technico-financière. Donc la prolétarisation, si vous voulez, des métiers aujourd'hui est une perte de liberté dans le travail. Cette perte de liberté dans le travail, elle se diffuse comme perte de liberté dans le champ du politique. Nous sommes aujourd'hui face à une perte de liberté qui produit au niveau politique des citoyens low cost, si j'ose dire. Il y a ce danger majeur qui effectivement sont invités à voter ou à pétitionner, mais qui n'ont pas acquis d'une certaine manière ce désir de démocratie. Je crois qu'il faut effectivement renouveler le désir de la démocratie. C'est justement cette liberté dans les conditions d'exercice des métiers qui a été remise constamment et férocement en cause depuis 2 décennies au moins, par une logique gestionnaire, par une financiarisation généralisée des actes professionnels, la tarification à l'activité, comme vous savez, à l'hôpital, la logique d'audimat dans les milieux de l'information et des médias, les impact factors, facteur H, facteur M dans les universités, etc. Si vous voulez, on peut démultiplier les exemples. On l'a déjà fait, on a déjà écrit plein de bouquins dessus, on l'a dit et redit. Donc, si vous voulez, il faut en finir avec un mode d'évaluation, ce que j'appelle la néo-évaluation, qui passe par des procédures essentiellement formelles et quantitatives et qui constituent une certaine manière d'éduquer l'humain, ou plus exactement de le dresser, et de le dresser à perdre, si vous voulez, cette liberté dans son travail, et du coup à perdre le désir de la démocratie. Il y a eu aujourd'hui, si vous voulez, dans tous les métiers, une espèce de prolétarisation, de normalisation sur ce modèle-là
de la valeur constituée comme résiduelle à des dispositifs justement d'évaluation quantitative et formelle et qui ont constitué le cheval de Troie d'une logique de marché dans des secteurs de l'existence publique qui jusque-là en étaient exemptés, en particulier dans les services publics et ce qui se profile pour la SNCF, bien sûr, et la suite, si je veux dire, logique de cette prolétarisation. Il s'agit véritablement d'une contre-révolution. Cette contre-révolution symbolique qui a façonné tous les métiers, notamment tous les métiers qui prennent en charge la vulnérabilité humaine, comme le soin, l'éducation ou le travail social, a produit une nouvelle civilisation au travail, a fabriqué de nouvelles normes qui ont fini par être intégrées dans les nouvelles lois, modifiant du coup la culture des services publics. Et ce à quoi, si vous voulez, on assiste aujourd'hui, c'est la queue de la comète, justement, de cette normalisation qui a commencé déjà il y a quelques décennies. Alors je crois que pour parvenir à cette nouvelle civilisation néolibérale des mœurs, il a fallu faire en sorte que les professionnels qui assurent ces missions d'intérêt public soient court-circuités dans la mise en œuvre des changements qui affectent leurs services transformés en entreprises publiques. Aujourd'hui, vous avez les entreprises de soins, les entreprises de production scientifique, et vous avez d'ailleurs demain, avec les Social Impact Bonds, vous avez également les entreprises sociales. C'est-à-dire que même l'assistance sociale auprès des plus pauvres est transformée aujourd'hui en lieu de profit, est transformée aujourd'hui en entreprise sociale. Donc c'est cela. Si vous voulez, si ça ne change pas, il n'y aura pas de renouveau de la démocratie. Il n'y aura pas de désir démocratique. Il n'y aura pas de restitution de la liberté. C'est absolument impossible. Enfin, c'est en tout cas, si vous voulez, ce que je pense. Alors, cette normalisation des professionnels, elle s'est accouplée à une espèce de taylorisation des tâches, pas seulement concernant les ouvriers, mais aujourd'hui, tous les métiers. Tous les métiers aujourd'hui sont impactés par ce modèle de la taylorisation qui a permis une fragmentation, une rationalisation et un contrôle de plus en plus serré des conduites professionnelles. Tous les professionnels, même au plus haut degré de qualification. Regardez par exemple le documentaire dans le ventre de l'hôpital, vous avez des PUPH, c'est-à-dire les professeurs d'université, praticiens hospitaliers, c'est-à-dire en chirurgie, vraiment les seigneurs. Même les PUPH aujourd'hui, ils sont sous la férule de cette logique technico-financière. Ils baissent la tête, ils sont déprimés, ils font des burn-out et ils ont envie de quitter le public. Et d'ailleurs, souvent, ils le quittent et ils vont dans les cliniques privées. En tout cas, je peux en attester. Donc le taylorisme, si vous voulez, c'est cela qui aujourd'hui a permis cette inscription d'une perte de liberté dans l'exercice de nos métiers et du coup donc un déclin dans le désir de démocratie, et j'insiste beaucoup sur ce terme de désir de démocratie. Donc le taylorisme, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui confisque la capacité de penser et de décider de tous les professionnels. Alors bien sûr, du temps de Taylor, ça permettait de quadrupler, n'est-ce pas, la production du rendement individuel et en échange, on donnait une prime supplémentaire pour le travail. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de donner une prime supplémentaire. Le fait même de conserver son emploi est déjà une prime compensatoire, si je veux dire, voyez, à cet assujettissement, à cette soumission sociale dans le travail. C'est cette perte de liberté, c'est cela que je voudrais faire passer comme message, c'est cette perte de liberté dans le travail qui entame la démocratie et qui entame la confiance dans la démocratie. Les normes acquises sur les lieux du travail, c'est pas seulement sur les lieux du travail. C'est ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelait des habitus, c'est-à-dire une prédisposition, une disposition à penser ou à agir d'une certaine manière. Eh bien, si vous voulez, ces habitus, cette façon de penser ou d'agir d'une certaine manière, elle passe des lieux du travail aux lieux sociaux, c'est-à-dire à la scène familiale, amoureuse, amicale, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, je veux dire, on va sur les sites de rencontres comme on va à un entretien d'embauche, dans le même processus d'auto-chosification, d'auto-réification, c'est-à-dire de perte de liberté. C'est cela qui, à mon avis, favorise le conformisme, favorise, si vous voulez, le populisme aujourd'hui, et peut demain rendre acceptable un régime post-démocratique dès lors que, par ailleurs, on lui proposera un hédonisme de masse. Alors, ce système technicien, pour parler comme Jacques Ellul, d'organisation tayloriste et gestionnaire, c'est généralisé, je le redis, à l'ensemble des métiers. C'est ce qui a impulsé l'appel des appels, mouvement initié début 2009. Médecins, psy, infirmiers, travailleurs sociaux, chercheurs, enseignants, magistrats, journalistes, acteurs de la culture se sont donc insurgés contre cette prolétarisation de nos métiers. Il s'agit véritablement d'ailleurs
d'une prolétarisation qui passe par une espèce de conversion. Effectivement, Macron est tout à fait, je dirais, emblématique, pathognomonique, si vous voulez, de cette conversion religieuse à la curatelle technico-financière. Bon, et très concrètement, au niveau des lois, ça a donné quoi? Ça a donné la RGPP, ça a donné la LOLF, etc. Vous voyez, donc, il y a vraiment eu, après, je dirais, une inscription des lois de quelque chose qui déjà se produisait dans les métiers et qui constituait un changement de mentalité et d'habitude, auquel d'ailleurs aspirait Taylor, et qui œuvre aujourd'hui de manière totalitaire dans nos sociétés. Nous sommes dans ce que j'appelle une espèce de totalitarisme mou, si vous voulez, qui passe par ce biais des normes. Le projet politique du Taylorisme, c'est l'individualisation des résultats, ce qu'on fait à l'université, ce qu'on fait à l'hôpital, ce qu'on fait partout. C'est leur évaluation en pulvérisant le collectif. Et je crois que, si vous voulez, pour voir cette dimension politique, je suis parti d'un bref passage du préfacier de la traduction française de l'ouvrage de Taylor, qui dit qu'en gros, l'économie, c'est comme les sciences naturelles. Ce sont des lois dures, n'est-ce pas? L'économie, elle ne ment pas. Comme Maurras disait, la Terre, elle ne ment pas. Si vous voulez, la vision économique, alors qu'elle est très idéologique, la vision économique, elle ne ment pas, pour le préfacier, si vous voulez, de Taylor. Et il a cette phrase extraordinaire. Il dit qu'elle établit des lois tout à fait inéluctables, qu'on ne peut pas contourner, et qu'ont quand même essayé de contourner les républiques, il cite, celle de 89 comme celle de 1848. Donc en gros, les républiques auraient voulu transgresser les lois naturelles de l'économie. Donc vous voyez, il y a là vraiment le message politique de ce qu'est le taylorisme, qui est, si j'ose dire, un modèle anti-républicain, sauf qu'aujourd'hui, il est installé dans les métiers. Et que tu as installé dans les métiers, il est très difficile de le combattre politiquement. Alors c'est un système de domination sociale qui résulte en partie de la libéralisation aujourd'hui aussi de la plupart des secteurs professionnels, dans le travail social, je l'ai dit, auprès des plus démunis, à l'université, dans les hôpitaux, vous avez parlé du crédit recherche, etc., dans l'éducation, dans la justice, à l'école, dans l'information, dans la culture. Et il y a mis en place de nouveaux, on en parlera sûrement dans le débat, de nouveaux dispositifs d'intervention et d'évaluation qui sont mis en place pour assurer cette hybridation de la culture du public et de la culture du privé. Il y a véritablement une hybridation. Du coup, cela permet ensuite, bien sûr, au niveau, par exemple aujourd'hui, mais là je ne vais pas le développer, mais au niveau du pouvoir, si vous voulez, politique de Macron, ça permet de nommer des ministres qui sont des représentants de la société civile, mais en assurant que les membres des cabinets ministériels et les membres du cabinet, justement, présidentiel, eux sont des technocrates. C'est-à-dire que, et du coup, bien sûr, on va réduire le nombre de parlementaires parce qu'on va confier à des commissions parlementaires le soin d'organiser, je dirais, les décrets d'application d'une loi qui aura déjà été prise. Donc c'est ça la stratégie politique, mais il faut bien voir qu'elle est solidaire, elle est en osmose avec ce que j'essaie de décrire, de cette hybridation dans tous les métiers de la culture publique et de la culture privée. Nous sommes là face à ce que le philosophe Walter Benjamin appelait une théologie. Convertir les métiers de cette manière-là, il faut bien le voir, c'est comme une conversion religieuse. C'est la même chose. Et ça procède avec les mêmes rituels, les mêmes cérémonies. Cette nouvelle théologie, elle n'est pas si nouvelle que ça, vous savez. Dans ses référentiels, dans ses valeurs, elle propose d'allier compassion et efficacité. C'est un vieux truc, ça. Mais on oublie la phrase de Jaurès. Les hommes n'ont pas besoin de charité, ils ont besoin de justice. Donc effectivement, le renouveau de la démocratie, ça devrait passer aussi par la justice. Retrouver la justice, retrouver la dignité, retrouver la liberté, à commencer par celle que procure le travail. Aujourd'hui, il y a bien un modèle rhétorique d'une théologie entrepreneuriale qui est exemplaire du macronisme, vous le savez, et de son en même temps, le en même temps qui juxtapose une belle rhétorique humaniste et en même temps des pratiques sociales ultralibérales très féroces. Et ça, c'est très important. J'ai fait plusieurs articles là-dessus sur le en même temps qui me paraît un symptôme de la culture macronienne. C'est ainsi que pour soi-disant moderniser la France, les nouvelles politiques, elles s'alignent tout simplement sur les réformes des modèles des années 80. Que ce soit Ronald Reagan, Margaret Thatcher, etc. Ce qu'on appelle le néolibéralisme. Alors je crois que, pour essayer de prendre les choses en termes de solutions, je crois que c'est parce que la gauche européenne n'est pas parvenue à déconstruire cette réification de l'homme au travail qu'elle a jusqu'à maintenant perdu la bataille contre le nouveau capitalisme globalisé. Et qu'elle a fini par se trouver quelque peu discréditée
par les peuples européens. Je crois que c'est un point important pour moi, je me permets de le dire. La gauche européenne a participé à la construction d'un humain automate qui expulse de l'imaginaire collectif le projet d'un travail au cours duquel l'humain se réalise pleinement, s'accomplit dans le processus d'une œuvre. Pourtant, Marx nous avait enseigné là-dessus, n'est-ce pas? Quand on produit, on ne produit pas que des biens, on ne produit pas que des services, on se produit en produisant, et se produisant, on produit un type d'humanité. Donc je crois que c'est vraiment au cœur du travail, encore une fois, qu'il faut reposer le problème de la démocratie. Jaurès disait d'ailleurs que la démocratie ne devait pas s'arrêter aux portes de l'usine. Et je crois que c'est là, la démocratie, elle peut entrer à partir du moment où elle entre sur les scènes du métier. Et faute d'entrer dans l'usine, faute d'entrer dans les lieux professionnels, elle reste effectivement en déclin, ou en tout cas, elle ne mobilise pas ce désir de démocratie. L'émancipation des servitudes sociales passe par une nouvelle politique des métiers, une politique restituant une dimension œuvrière au travail. On a écrit avec mes amis Charles Sylvestre et Bernard Lubat un manifeste des ouvriers en ce sens. Et comme je sens que vous... Oui, alors je termine quand même. Je termine sur... Bon. Alors je crois, si vous voulez, que ce pitoyable management des humains par une curatelle technico-financière, il faut y mettre un terme. Il faut y mettre un terme. Et je crois que ce modèle de civilisation, il est en crise. Je crois que les terrorismes, les racismes, les nationalismes, les populismes, les troubles géopolitiques divers et variés témoignent de son échec et de sa crise. Alors, il faut s'emparer à bras-le-corps, si vous voulez, de ce problème. Et donc, il faut déjà, par exemple, si je peux prendre 5 minutes, vous me les donnez? Sinon, on fait la suite après. 3. Bon. Bah, allez-y. Bon. Bon, alors... Il faut mettre un terme, tout bêtement d'abord, c'est concret, il faut mettre un terme à la manière dont nous évaluons. Il faut mettre un terme aux évaluations quantitatives, procédurales et formelles. Déjà, il faut commencer par là. Bon. Pour parvenir aussi à l'évaluation démocratique des services, il faut dépasser le seuil de l'utilité immédiate des économies budgétaires. Je vais être très concret. Par exemple, des chercheurs d'Oxford ont montré récemment que les mesures austéritaires dans les hôpitaux anglais ont produit une surmortalité de 30 000 personnes. Donc, si vous voulez, il faut faire entrer ce chiffre dans l'évaluation. Il ne suffit pas de voir quels sont les bénéfices des économies budgétaires. Il faut aussi, n'est-ce pas, tenir compte, si vous voulez, à long terme. Je crois que, par exemple, on a pu dire que si la France n'avait pas trop mal résisté aux crises de 2007-2008, elle le devait en partie à son modèle social. Donc, ça veut dire, si vous voulez, que évaluer, il faut évaluer, pas simplement en regardant le compteur, mais il faut évaluer en tenant compte du long terme. Alors, comment retrouver une liberté dans le métier qui nous permette de penser et de décider, et ne pas tomber dans une espèce de gestion algorithmique, effectivement, des populations au travail? C'est là où je voudrais, si vous le permettez, justement, faire une proposition très concrète. Je crois que ça a été juste abordé, mais moi j'ai fait récemment une conférence sur la démocratie est-elle soluble dans le numérique. Bon, elle va peut-être d'ailleurs être mise en ligne prochainement. Je ne vais pas développer ce point, mais je crois que c'est une question qui est importante parce que les nouvelles technologies, robotique, numérique, etc., elles devraient libérer du temps de travail. Elles devraient casser, bien sûr, un certain nombre d'emplois, mais je crois qu'on ne peut pas le prendre simplement du côté de la casse. Il faut le prendre aussi du côté non seulement de la création des emplois, mais peut-être aussi d'un changement dans la manière de travailler. C'est cette proposition que je voudrais porter, si vous le permettez. Et donc, si vous voulez, ça veut dire que, bien sûr, on peut considérer que cette libération, si vous voulez, du temps de travail, il y a 3 possibilités. La première, effectivement, c'est qu'elle serve à rentabiliser un peu plus, à faire davantage de profit et par le chômage ou par la précarité, tenir un peu plus les gens en laisse. Ça, c'est la mauvaise, si j'ose dire, solution. Il y a une deuxième solution qui consisterait, le projet en est porté par un certain nombre de personnes, vous le savez, à réduire le temps de travail. Bon, c'est parfait, c'est déjà beaucoup mieux, mais au risque de livrer, je dirais, les travailleurs aux jouissances matérielles immédiates, c'est-à-dire les inscrire dans une société de la consommation et du spectacle. C'est-à-dire que, en gros, on vous donne un peu de plaisir dans le loisir pour davantage vous subordonner dans le travail. Et c'est là où je propose, si vous le permettez, une troisième solution qui serait la suivante, c'est qu'il me semble qu'on pourrait en partie bien sûr, seulement, bien sûr, en partie en libérant du temps, mais ce temps libéré par les machines numériques
pourrait nous permettre de prendre du temps pour une véritable évaluation où nous pourrions parler ensemble. C'est-à-dire, vous avez beaucoup parlé de démocratie participative, mais il faudrait peut-être déjà la mettre en œuvre sur les lieux de travail. Parler ensemble, ça veut dire échanger, ça veut dire, si vous voulez faire des récits dans les entreprises, il y a ce besoin d'un récit quasiment historique sur ce que l'on fait, sur ce que l'on fait ensemble, sur les relations que l'on a. Je crois qu'on pourrait, si vous voulez, libérer du temps politique en libérant justement du temps de travail sur poste. Donc en gros, on peut rester dans l'entreprise, on peut rester dans l'université, on peut rester dans l'école, on peut rester dans nos lieux de travail en consacrant une partie de ce temps à se restituer ce qui a été confisqué par la technocratie et le taylorisme, c'est-à-dire l'échange. Et ça, ce serait une véritable évaluation. Ce serait une évaluation d'ailleurs qui pourrait aussi se reposer sur des chiffres, ça va de soi. J'ai rien contre les chiffres. Il faut que les chiffres soient là pour nous permettre de parler et pas pour nous faire taire, pas pour constituer un moyen de donner des ordres. Donc vous voyez, je termine donc là-dessus. Je pense que une démocratie, elle peut déjà, sans bouleversement révolutionnaire, sanglant, tout ce que vous voulez, mais à mon avis, structurellement, ça renouvellerait le désir de démocratie. Elle peut être de donner du temps pour que les gens puissent ensemble se parler, puissent ensemble évaluer ce qu'ils font pour savoir si ce qu'ils font correspond bien aux finalités des actes de leur métier tels qu'ils ont été constitués. Et donc, ça me paraît très important parce que, en gros, la manière de gouverner les humains est indissociable de la manière dont les humains se gouvernent eux-mêmes. Et le désir d'apprendre aux hommes à se gouverner eux-mêmes, qu'ils se manifestent par la voie de l'éducation ou du soin ou du travail, a quand même d'abord lieu sur des scènes professionnelles, à commencer d'ailleurs par le travail scolaire. Donc face à la déshumanisation du travail, je pense qu'on peut trouver au cœur du politique les conditions d'une démocratie qui nous rappelle cette phrase très forte d'Hannah Arendt, à mon avis, c'est que la vraie liberté, elle requiert la présence d'autrui.